Bonjour et bienvenue à cette séance. Aujourd'hui, on va aborder à propos du thème qui parle de l'importance de la cote de crédit et de la gestion des finances pour les seniors. So welcome and thank you for coming. Then I'll start by presenting myself. My name is Joyce Kepsa and I am the project manager for DDI Alberta. Donc maintenant, je vais passer la parole à M. Hervé. Oui, merci beaucoup Joyce. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont là ce soir malgré la défaite des Lions. J'espère que ça va aller. I want to thank the government of Canada, the federal government, because they're the one funding these workshops. Parce qu'on trouve que c'est très important et utile pour la communauté afro-canadienne de pouvoir avoir ces informations. Donc, je voudrais aussi dire merci à notre programme manager, Joyce Kepse, pour le travail qu'elle a là-bas depuis qu'elle a rejoint l'équipe. Et donc, je vais lire la reconnaissance du territoire. We acknowledge that we live and work on 37, 36, and Métis ancestral lands, the gathering place of many indigenous people. This is where we strive to honor and transform our relationships with one another. Aujourd'hui, je vais présenter notre présentateur, M. Hermann. Donc, M. Hermann est né le février 17 1996 à Yaoundé, capitale du Cameroun. He grew up in a middle-class family and he developed an early interest in business. Monsieur Hermann est parti à l'Université d'Ottawa pour recevoir un degré en biomedical science. Et c'est là-bas où sa passion pour l'entrepreneuriat a grandi. After university, he founded his first business of taxes called Zambou Tax Service Inc. in 2020. In the same year, Monsieur Hermann transitioned to a financial service company where he created an online system that helped companies and individuals manage their finances. So, Monsieur Hermann aussi, il supporte les nouveaux arrivés avec le tax en les donnant des services gratuits pour la première année. And to continue, outside of his business career, Mr. Hermann is also a really devoted family man. He and his spouse are raising two children, and it is wonderful. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Hermann. Super. Merci beaucoup pour la belle introduction. Merci à DDI pour l'invitation. Donc, très belle introduction, merci. On a tout dit. En gros, j'opère dans deux industries, principalement dans les impôts et dans les finances. Et lorsque j'ai été invité ici par l'organisme pour parler des finances pour les aînés, ça m'a touché parce que les finances, c'est quelque chose de très important. Vous allez voir tout au cours de ma présentation à quel point est-ce que c'est très important. Et nous, l'idée aussi, c'est de sortir après une discussion avec des solutions. Et lorsque je présente, je vais parler en anglais et en français. So I want to thank DDI for the invitation here today for this presentation on finances, because finances are very important. So as you can see here, this is our agenda of the day. So the first page is the summary. Donc la première page, essentiellement constituée à vous présenter l'agenda. In the page 2 to page 4, we're going to talk about impact of economy in history. Donc ici, nous allons un peu parler de certains cas dans l'histoire où l'économie a joué un rôle très important. Donc, quand on parle d'économie, on parle des finances, bien entendu, pour montrer à quel point ce sont des thèmes très importants. On page 5 and page 6, we're going to talk about a little bit of statistics of Canadian over-indebtment. Donc, on va parler de la dette au Canada, un peu de notre situation actuellement par rapport à la dette. Ensuite, on va parler des conséquences de surendettement à la page 7. So on page 7, we're going to talk about the consequences of over-indebtment. And from page 8 to page 14, we're going to talk about our solutions for seniors and the average Canadian. Donc, je m'attendais à ce que ce ne soit pas juste des aînés qui soient ici. Donc, les solutions que je vais présenter
sont applicables, oui, bien sûr, pour les seniors, mais aussi pour le Canadien moyen. Et à la dernière page, on va juste tirer une petite conclusion. Mais bien entendu, vous pourriez m'arrêter si vous avez des questions et on pourra bien sûr aller. Donc, on va commencer avec notre première image. So we're going to start our presentation with the first image. As you can see here, the first person we're going to talk about today is Adolf Hitler. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler d'Adolf Hitler? Si oui, dites-moi ce que vous connaissez. So, have you ever heard of Adolf Hitler? If yes, please tell me what you've heard about him so we can have a little start in our conversation today. D'après l'histoire, c'est un criminel. OK. Adolf Hitler est un criminel très, très intéressant. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est un criminel. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais que Adolf Hitler, il a créé la Deuxième Guerre mondiale. Il a créé la Deuxième Guerre mondiale. OK. Bon, après, quand les Germains interdit d'avoir des militaires, il a revolté contre le traité et a acheté son militaire et commencé une nouvelle guerre. Excellent, excellent. C'est de très bonnes informations. Oui, oui, bien sûr. Je sais aussi qu'il a créé le système de banque en Allemagne. Il a créé des systèmes de banque en Allemagne. Ça devient intéressant. D'autres personnes, have anyone here, maybe the English ones, maybe I want to challenge you here. Have you ever heard of Adolf Hitler? What do you know about him? Just share a little bit, couple of thoughts on him. Anyone else that wants to share? If no, I will just... So, pourquoi est-ce que je vous mets la photo d'Adolf Hitler dans cette présentation? Vous devez vous demander, mais on est en train de parler des finances, on est en train de parler d'histoire. La raison pourquoi je vous mets la photo d'Adolf Hitler, c'est parce que selon certaines recherches de certains statisticiens, dans le domaine de la finance, bien sûr, une des raisons pour laquelle Adolf Hitler a été mis au pouvoir, c'était lié à l'économie. So I will explain in English. So some of you might see the picture of Adolf Hitler right now and may wonder, why are we talking about Adolf Hitler on a presentation that has to do with finances? And one of the reasons, according to the research that some statisticians have done, is that Adolf Hitler came into power and that had to do with the financial situation in which the people were. Donc, qu'est-ce qui se passait en fait, pour ceux qui ont un peu étudié l'histoire? Les Allemands étaient en difficulté financière. L'Allemagne rencontrait beaucoup de difficultés financières et il était conscient de cela. Et il est venu et il leur a présenté une vision comme quoi il allait restaurer, ils allaient changer leur situation de vie. So one of the reasons why Hitler was brought into power is because according to because the Germans were not doing very well financially. And one of the things that he promised to the German people was to restore everything and bring them back into financial strength. So ça montre à quel point lorsqu'on est désespéré souvent, les gens justement vont prendre souvent des décisions compliquées. Donc là, vous pouvez voir jusqu'où la finance peut impacter dans la vie à un point où on veut avoir un dirigeant comme Adolf Hitler et vous pouvez imaginer tout ce qui s'est produit après. Can we now go to the second picture? Has someone here ever heard of Donald Trump? What do you know of Donald Trump? Il a été président des États-Unis. Il y a Elvi qui a levé la main. Yes. Il était président des États-Unis, effectivement. Elvi, yes. Oh, same thing. Oh, Jersey, as well, président des États-Unis, OK. Donc, c'est le président des États-Unis. Et pour ceux qui connaissent un peu l'économie aux États-Unis, vous savez que c'est un personnage très, très controversé. C'est quelqu'un qu'on s'attendait parce qu'il gagne les élections. For people who've heard of Donald Trump is a very controversial person. It's like many people don't like him and some people like him. And when he went for the election, most people believe that this guy will not win. Quand il s'est présenté aux élections, la majorité des gens ne croyaient pas qu'il allait gagner. Et selon vous, qu'est-ce qui a fait que ce gars se fasse élire? So according to you guys, as we're talking about finances, why do you think that Donald Trump was elected? Oui, Solena? Because he promised a rich future for America. Yes. And he told them they could make it better. Exactly. And like some of patriotism.
Exactement. That's always the same history. We're going to make America great again. How are we going to make America great again? We have to give people jobs. We have to make the economy run, right? Voyez à quel point l'économie est très importante. Donald Trump, beaucoup de gens ne vont pas l'aimer. Ben, vous voyez, ça, c'est une autre personne qui est devenue président des États-Unis. Qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, encore dû à ça. Le troisième personnage que nous allons avoir ici est le dernier personnage. So the third person we're going to talk about here, it's Mr. François Legault. So François Legault is the Prime Minister of Quebec. Donc, Monsieur François Legault, c'est le Premier ministre du Québec. Et c'est un personnage, pour ceux qui vivent au Québec, qui, à la fin de son mandat, ne faisait plus l'unanimité et il n'intéressait plus. On voulait passer un autre, mais au Québec, tu peux avoir jusqu'à 2 mandats. Mr. François Legault, it's a prime minister. Yeah, he was a prime minister of Quebec. His mandate was going towards the end, and many people didn't want him to be reelected. And guess what happened? And that was during the pandemic. I think we were around 2021 or 2022, somewhere like that. What he did, just a couple days before the elections, he sent a check to all the Quebecers making, let's say, under $100,000, $500 checks. Just a couple days before the elections. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Quelques jours avant les élections, pendant la période de COVID où les gens recevaient des prestations de bonus, il a envoyé des chèques de $500 à tous les Québécois qui faisaient probablement en bas de 100 000. Maintenant, je veux que vous devinez qu'est-ce qui s'est passé pendant les élections. I want someone here to guess what happened just during the election. Can someone guess what happened? Il a été réélu. Il a été réélu. So he was re-elected. Exactly. So this was I just wanted to go into history just to show how finances is important. So from what you just heard, c'est quoi le point en commun pour vous que ces personnages ont? So what do you find in common with these 3 political people? Je veux qu'on partage un peu. I really want us to share here and just, open our mind and try to understand what's happened here. Okay. They weren't very liked. That's a good point. They weren't very liked. Okay. That's something that they had in common. But still stayed in power. Yes. And why were they in power, Solena? Just why do you think that they were in power? Even though we didn't like them so much. Yeah, go ahead. You can share. They benefit in some way or another, especially in terms of money. Les éléments de peuple. La chose qu'ils ont vraiment eu en commun, c'est qu'ils ont compris la situation économique dans laquelle leurs citoyens se trouvent. Et lorsqu'on comprend la situation économique dans laquelle on se trouve, on peut prendre des décisions incroyables. Et vous pouvez prendre des décisions incroyables pour vous-même. Maintenant, en comprenant la situation de leur population, ils ont tourné le drap de leur côté pour se faire réélire. What I'm saying here is that what these people have in common is that they understood the financial situation and economic of their people. And by understanding that, they move things their way. Pourquoi je vous parle d'eux, c'est parce que l'idée ici, c'est de comprendre la situation économique dans laquelle on se trouve et voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses en votre faveur. Donc, on va aller dans le premier point. Donc, première statistique que je veux partager avec vous, ça vient de Statistique Canada. So the first statistic I want to share with you, this is from Statistique Canada. It's about the debt ratio in Canada. So according to Statistique Canada, in 2019, that's the most recent I could pull up, our debt ratio in Canada was 177%. Donc, notre ratio d'endettement en 2019, d'après Statistique Canada, était de 177%. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire en français simple. Ça veut dire que pour chaque dollar qu'un Canadien reçoit, il dépense 1,7 $. Donc, les gens dépensent plus que ce qu'ils ont. That's what it basically means. So, this is the debt ratio in Canada showing how we manage our finances. So, in 2019, this is the average Canadian. On parle de la moyenne. C'est pas tout le monde, mais quand la moyenne est comme ça veut dire que c'est beaucoup de gens qui dépensent l'argent qu'ils n'ont pas. So people spend money they don't have. Donc, this is not very good. This is not very, very good for a country to be in such situation. So, ça, c'est la première statistique que je voulais partager avec vous. Maintenant, on va voir où est-ce que les gens dépensent. Parce que c'est bien de voir le problème. Maintenant, on va voir où est-ce que ça va.
So it's good to understand where people actually spend money. Why are we in this situation? So this is also from Statistique Canada, the most recent data I could have. So 40% of Canadians have mortgage debt. Donc 40% des Canadiens ont des dettes hypothécaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris des maisons et n'ont pas terminé de payer. Maintenant, avoir une dette hypothécaire, est-ce que c'est un problème? Pas nécessairement, mais c'est sûr que si c'est juste prendre une maison pour vivre, pour impressionner les voisins, là, ça peut devenir un problème. OK? Donc, 40% of Canadians have mortgage debt. Home equity loan. Bon, pour ceux, so HELOC, it's home equity loan. Ce sont des lignes de crédit qu'on vous donne sur l'équité de votre maison. Donc, vous allez prendre une maison à la banque et la banque, quand la maison prend la valeur, va vous donner une ligne de crédit supportée par la valeur que la maison a pris. C'est ça qu'on appelle HELOC. Là encore, avoir une ligne de crédit, est-ce que c'est un problème? Pas nécessairement. Ça dépend de ce qu'on fait. Est-ce que la majorité des Canadiens l'utilisent pour faire des bonnes choses? Donc, on va parler à la fin. Là encore, on va voir. 8% of Canadians have vehicle loans debt. Donc, 28% de la population canadienne a des dettes de prêt auto. Ça veut dire que les Canadiens vont prendre des voitures, ils vont le payer sur le temps. Mais en attendant d'avoir tout payé, ce n'est pas ta voiture, c'est une dette. 29% of Canadians have credit card debt. On ne parle pas ici d'avoir une carte de crédit. On parle d'avoir des dettes sur la carte de crédit. So here we're not talking about the fact that you have a credit card. We're talking about the fact that you have debt on the credit card. 20% of Canadians have line of credit debts. Là encore, ce n'est pas le fait d'avoir une ligne de crédit, mais c'est le fait de devoir de l'argent à la ligne de crédit. 11% of the Canadians have student loan debt. Okay, that's a little bit different because not every Canadian is actually in school. So, but still, it's something that is measured in your debt ratio. And 5% of the population have secondary mortgage. I'm not going to go too much into what secondary mortgage is. And 3% of the population have other type of personal loan debt. Donc, 3% de la population canadienne ont des dettes de d'autres choses que ce que je viens de vous nommer là. Maintenant, avant qu'on aille plus loin, okay, peut-être on va enlever l'hypothèque. Okay? Est-ce que vous pensez que cela, c'est bien pour une population? Do you think that this is a good thing? Ce n'est pas une bonne chose. D'après le système, on ne devrait pas passer par là pour pouvoir vivre aussi. D'accord. Je vais poser la question autrement. Est-ce que vous pensez que c'est normal que quelqu'un qui fasse 50 000 années prenne une voiture qui coûte 60 000? Dans ce cas, non. Yes. No. So I think this is the problem that we're having. Like you said, sometimes we need to have it, but a lot of the time, people just buy things that they don't need. Et c'est pour ça qu'on a parlé de 177% en 2019. En ce moment, je ne sais pas combien c'est. Je n'ai pas pu avoir la statistique de Statistique Canada, mais je me dis que ça doit être plus parce que ça ne s'améliore pas. Okay? And we live in a world where people try to impress. Where the social media and you want to show you want to show something to people that don't care about you. You're trying to impress people, and that's why sometimes we're going to put ourselves in situations like this. I've did an observation in the immigrant, I will say, community, où j'ai fait des observations dans la communauté immigrante. Beaucoup de gens achètent des maisons parce que leur ami a acheté une maison. Many people buy homes because their friends bought a house. And it's like, oh, he bought a house, I should buy a house too. And people don't really take time to assess their financial lives. And that's why people are never happy in Canada. N'avez-vous pas remarqué que la majorité des gens que vous voyez ne sont pas toujours très, très heureux? Il y a toujours quelque chose. Have you ever noticed that? Hein? Oui. So crispé, right? And that's the reason, because we're putting ourselves in situations that are over our means. On se met dans des situations où ils sont dessus de nos moyens. Back then, when you used to do 2 jobs, avant, quand tu devais faire 2 jobs, c'est parce que tu voulais faire quelque chose d'extra. Some people today, they do 2 jobs just to keep up with their mortgage. So I really want to show this, before we get into solutions, talking about the problems is very important. And that's why people like Adolf Hitler came into power. Because people were doing things like this, their finances were not well, and someone came and said, I will do miracles. And guess what? He will go into power.
And we all know what happened. Donald Trump, some people like him, some people don't like him. I'm not a politician. I'm just saying, right? That's really what that's what drives the world. So, là maintenant, on va aller au prochain point. We're going to go to the next point. So we're going to talk about the consequences of indebtedness in our lives. And indebtedness is a bad management of finances. It's another synonym. Voyez ça? La surendettement, voyez ça aussi comme une mauvaise gestion de ses finances. OK? Donc, ça va nous affecter sur deux plans. Ça va nous affecter sur le plan de la santé, sur le plan de nos finances, bien sûr. So we're going to be affected on two levels, on our health and on our finances. Une chose qui va être affectée, c'est l'estime de soi. Because when you're not doing well, I'm sorry, but quand tu vas pas bien financièrement, ton estime de soi est affectée. Tu te sens pas puissant, tu n'as pas confiance en l'avenir, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Ça affecte l'estime de soi personnelle des individus. Permanent fear. Tu es constamment en panique. Tu ne sais pas si tu vas payer la facture. Il y a des gens qui appellent la banque, ils ne savent pas si la facture d'Internet va passer. Some people call the banks, they need overdraft because they're not sure if the internet bill will go through. Ne pas être sûr que lorsque tu vas aller à la caisse, ta carte de débit, ta carte de crédit va passer. Tu es en panique constante. Permanent in fear. Going at the store not knowing if your debit card will go through. Some people log in on their online banking at the cashier before putting their card. Il y a des gens qui vont se connecter sur leur compte en ligne avant de glisser la carte au magasin. Unhealthy reactive behaviors. Bien sûr, beaucoup de gens sont dans le domaine du travail professionnel. On sait comment les collègues sont souvent. Le bonjour, tu souris, mais ton voisin ne sourit pas. Tu peux dire quelque chose de normal et il prend ça personnel. Pourquoi? Parce que ça ne va pas bien dans sa vie. Ça ne va pas bien dans ses finances. People react unhealthily. Sometimes you speak with people and they have certain reactions on what you say. That has nothing to do with necessarily their behavior. Maybe they're going through a financial stress and that's what creates that. Physical health, of course. La santé physique va finalement y arriver. Parce que lorsque ça ne va pas bien dans la tête, ça va se transmettre dans les muscles. On va commencer à avoir certains cancers. On va développer certains problèmes. Pourquoi? Parce que tout est lié. The body is a unit. When a certain part of your body doesn't go well, it will impact many parts of your body. So, c'est très, très important. Maintenant, au niveau de vos finances, la difficulté à obtenir des prêts. You know, I work in the banking world. Je travaille dans l'industrie de la banque et il y a des individus qui appellent pour demander des prêts pour des besoins médicaux. Ils ont besoin d'une opération qui n'est pas couverte par le système de santé de la province, mais ils ne peuvent pas l'obtenir. Problème. I work in the banking world just for the English folks, and sometimes people come and ask for loans for a health reason because some of the things they try to do is not covered by their health system. It won't go through. Persistance persistence over indebtedness. Quand tu es déjà surendetté, parfois on se retrouve dans un mauvais cycle où ça ne fait que tourner au point où on va transmettre ça à la génération qui suit. So what happens is that when we're not educated and we're in that over-indebtment situation, we end up in a place where we will send it to the next generation. And that's why we wanted to talk to seniors today. C'est pour ça qu'on voulait s'adresser aux seniors pour se rendre compte de la situation, pour pouvoir justement trouver des solutions. And what is the last consequences? We will leave poverty as a legacy. Lorsqu'on ne gère pas bien ses finances, dans la vie, on donne ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si tu as mal géré tes finances dans ta jeunesse, mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu vas mourir, c'est ça que tes enfants vont hériter. So here's my question for you as everybody's here. Who here wants to leave poverty as a legacy to their children? Qui ici veut laisser la pauvreté comme héritage à sa famille? Qui lève la main, s'il vous plaît? Ou bien je vais entendre. Qui ici oui? Qui dit non? Je vais entendre. I want to hear you guys. Who here is like, I want to leave poverty as a legacy? And who says yes, I want to hear yes? If you say no, I want to hear no. Not you, Jasril. Yes, not you. Does Diana wants to leave poverty as a legacy to her children? Elvie, do you want to leave poverty? Hervé, est-ce qu'on veut laisser la pauvreté aux enfants? Michel, Solena, Wilfried? No. Non? OK. Bien sûr que non. Personne ne veut laisser la pauvreté. So, on va parler des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se trouver dans cette situation? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour laisser quelque chose de bien à la génération future? What do we have to do to leave something for the next generation? And I'm very happy that there's a lot of young people in this Zoom today. Because for someone that is hearing this information at 65 or at 50 or at 60, he has less time to implement those solutions. I mean, it's not the end of the world. We can still work on something. But for you that is 30, 40, or even younger, that is hearing this presentation today, you even have more time to take a solid decision towards transitioning towards a great future. So we can go to the next point. Great. So we have two solutions. The two general solutions that we'll present today will be a good management of your credit and a good management of your finance. Donc, on a deux solutions dans une situation dans laquelle on est. On a un bon management, donc une bonne gestion de notre crédit et une bonne gestion de nos finances. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment est-ce que je manage bien mon crédit? Comment est-ce que je manage bien mes finances? If you do this well, I can guarantee you, you will not leave poverty to your children. But if you do none of what I'm saying, I can guarantee you, you will leave something as poverty as a legacy. Donc, si vous faites ce que je vais expliquer ici, je vous garantis que vous n'allez pas laisser la pauvreté à vos enfants. Mais si vous ne faites pas ça, ben c'est garanti, on est bien parti pour l'échec. Donc, premier point, credit management. Let's go, on va commencer avec ça. So, when it comes to credit in Canada, and here I want you to think about all your credit products. That's your credit card, your line of credit, any credit product that you have. Donc, quand on parle de crédit ici, vraiment, je veux que tu penses à tout ce que tu as au Canada qui est considéré comme un produit du crédit. Mais je vais m'attarder beaucoup sur la carte de crédit et la ligne de crédit. Parce que lorsque ça vient au prêt auto et au prêt hypothécaire, il faut juste être un peu discipliné pour s'assurer de terminer avec ses vivres selon ses moyens. Je vais parler un peu de ça plus tard. So, on va voir c'est quoi les 5 facteurs qui contribuent à ton score de crédit et je vais te les expliquer et je vais te dire comment est-ce que tu dois gérer. Et si tu as des questions, arrête-moi directement et tu peux me poser. So, we're going to talk about the 5 factors that affect your credit score and how to handle them properly. And if there's any question, ask me and we will answer. So, the first factor that affects your credit score is something that we call payment history. Donc, le premier facteur qui va affecter ton bureau de crédit, c'est ce qu'on appelle l'historique de paiement. Est-ce que quelqu'un veut deviner c'est quoi l'historique de paiement avant que j'explique ce que c'est? Does someone here wants to guess what payment history is just before I explain it? Comment les paiements que tu as fait, on vérifie ils sont faits aussi. Donc, historique de paiement. Parfait. Et c'est ça l'historique de paiement. L'historique de paiement, c'est très simple. Est-ce que tu payes ta carte de crédit à temps? Est-ce que tu payes ta carte de crédit à temps? Ça a l'air banal. It sounds very logical. But if Canada is in a situation like this, it's because it sounds so logical that people don't do it. Est-ce qu'on paye notre carte de crédit à temps? Lorsque tu utilises ta carte de crédit, est-ce que tu comprends comment le relevé fonctionne? When you have a credit card, do you understand how the statement works? When you have a line of credit, est-ce que tu comprends c'est quoi ton relevé? Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Lorsque vous avez que ce soit une carte de crédit ou une ligne de crédit, les relevés sont des cycles de 30 jours. Donc, quand tu as le produit, assure-toi de payer dans les 30 jours. Aussi simple que ça. Maintenant, ici, on va parler de payer à temps. Maintenant, pour les institutions financières, c'est quoi payer à temps? Il y a ce qu'on appelle le paiement minimum. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du paiement minimum? Have someone here ever heard of minimum payment? Oui, vas-y, tu peux dire. Est-ce que c'est down payment? Non, ça c'est pour la maison. OK, ouais, je vois où tu vas aller. Le paiement minimum, dans le fond, pour la carte de crédit, c'est un montant que la banque te permet de payer au moins si tu ne peux pas tout payer. Généralement, c'est un pourcentage. Souvent, c'est 5%. Il faut regarder les termes de votre carte, 3%. Donc, si tu ne peux pas tout payer, ce que tu as utilisé, fais au moins ton paiement minimum à temps. Maintenant, moi, je ne suis pas un fan du paiement minimum. Je pense qu'il faut tout payer. Dans le prochain point, je vais t'expliquer pourquoi. When it comes to minimum payments,
I'm not a really big fan of minimum payments. A minimum payment is a percentage that you need to pay, at least if you're not able to pay in full, but you need to pay that on time. So paying your credit card on time, that is 35% of your credit score. And if you mess up one payment, you will need 99 payments on time just to make back for that payment you just missed. Donc, si tu manques un paiement à l'heure, il te faudra 99 paiements à temps juste pour réégaliser sur le paiement en retard que tu as manqué. Donc, ma stratégie, quand ça vient à ça, paye ta carte de crédit aux 2 semaines. You get paid every 2 weeks, pay your credit card. My strategy for this, pay your credit card every 2 weeks, because every 2 weeks you get paid, finish with the credit card. The second thing that affects your credit bureau is what we call utilization rate. Donc, la deuxième chose qui va affecter votre bureau de crédit, c'est le taux d'utilisation. C'est quoi le taux d'utilisation? Le taux d'utilisation, c'est le pourcentage de la carte de crédit que tu utilises. So utilization rate is the percentage of the credit card or the line of credit that you use. C'est ici que ça devient intéressant. This is where things start being interesting. Because when you open your credit card in the bank or your line of credit, this conversation will never come. Quand vous ouvrez vos cartes de crédit ou vos lignes de crédit à la banque, ça, c'est pas une conversation que vous allez avoir. Parce que soit le conseiller ne sait pas, soit le conseiller n'a pas le temps, ou bien soit le conseiller s'en fout. C'est pas son problème. It's you. You need to be responsible. You need to be well informed. So 30%, think about it this way. If you have a credit card that's $1,000, you never want to use more than $300 on your credit card. So, yes. Pourquoi? Good reason. Because when you use more than 30%, you're showing to the bank that you're not a good manager. Quand tu utilises plus de 30%, tu montres aux institutions financières que tu n'es pas un bon manager. Et tu es plus risqué. Ça veut dire que si tu as utilisé $900 et que quelque chose t'arrive, c'est plus de dette pour eux que celui qui a juste utilisé $100 sur 1000. C'est bon? Ouais, vas-y, tu peux poser la question, continue, oui. Donc si tu as envie de pousser plus de 300, pourquoi est-ce que tu prends une carte de crédit qui est $1000? OK. Pourquoi est-ce que tu prends une carte de crédit qui est $1000? C'est parce que si tu veux utiliser 300, tu dois prendre une carte de 1000. Parce que si tu prends une carte de 300, une carte de crédit de 300 mondiale, ça n'existe pas. La plus petite carte de crédit, c'est $500. Si tu prends une carte de crédit de $300, fais 30% de $300. Ça fait combien? Ça fait 30 fois 3, c'est $90. Tu comprends? Maintenant, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une bonne carte de crédit, mais pas pour tout utiliser. Pour utiliser le bon ratio. Donc, tu dois être un bon manager. Maintenant, le crédit est important. Je vais parler du crédit plus tard. Je vais parler de pourquoi c'est important un peu plus tard dans une des stratégies que je suggère pour devenir financièrement important. Donc, ça, c'est les 5 facteurs qui vont constituer ta crédibilité. Are we all good here? So you don't want to use more than 30% of your credit card. I know that most people here that have a credit card probably do it. So if you do it, it's the moment to change. This is something that needs to change. 30%, you try your best to get under the 30% ratio. So the next one is what we call credit history. Donc, l'historique de crédit, ça c'est 15% de ton score. So what is credit history? Credit history is for how long have you had the credit card for? For how long have you been using the line of credit? Donc, l'historique de crédit ici, c'est essentiellement, ça fait combien de temps que tu as la carte de crédit? Ça fait combien de temps que tu l'utilises? Le plus long, c'est le mieux. Parce que quelqu'un qui vient dealer avec la banque, on va parler des investissements tantôt, pour investir, ben on veut voir ton historique. Ça fait combien de temps que tu le fais? Quelqu'un qui vient avec un historique de 7 ans, quelqu'un qui vient avec un historique de 3 ans, on va plus considérer celui qui a un historique de 7 ans. Donc, pour avoir un bon historique, il faut avoir une carte de crédit très tôt et il faut la garder longtemps, il ne faut pas la fermer. One of the mistakes that a lot of people do is that when they are not satisfied with the call center or the bank, they close it and they say, oh, you just lose a good customer. You also lose your history, my friend. Donc, c'est très important de garder la carte de crédit longtemps. If you want to build a good history, it's very, very important. So the second one, the fourth one, sorry, it's archives. Donc, la quatrième question. Oui, allez-y. Oui. Rapidement, pour l'historique de crédit. Oui. Je comprends que c'est la durée ou
la longueur, tu as sur ta carte. Mais supposons que tu n'es pas satisfait, qu'est-ce que tu fais? Mais la question que je vais te poser, lorsque tu prends la carte de crédit, c'est pour toi ou c'est pour l'institution financière? C'est pour moi, mais par exemple, je prends un cas concret. Oui. J'avais pris la carte de crédit pour une institution et ensuite je comparais les taux. C'était une très vieille carte que j'avais, ma plus vieille carte. Mais en comparant les taux, je me suis rendu compte qu'eux, ils étaient 2 fois plus élevés pour la plupart d'autres institutions. C'est de la fermer. OK, donc toi, tu as fermé pour les taux d'intérêt de la carte de crédit, c'est ça? OK, je vais vous expliquer quelque chose sur les taux d'intérêt. And that's a very, very good question. Our friend here was in a situation where he had 2 credit cards and he had another bank or another financial institution that offered him a credit card with a lower interest rate. And he's asking, should I then, was it not a good idea to close my other card to go to the new one? Donc, la réponse à ta question, elle est très simple. Quand ça vient au taux d'intérêt de la carte de crédit, il n'y a aucun intérêt qui t'est chargé si tu payes la dette dans les 21 jours de ce que tu as utilisé. Les intérêts commencent à s'appliquer lorsque tu payes après 21 jours. Donc, le relevé, il est 30 jours. Tu as 30 jours pour payer à temps, mais tu as 21 jours pour payer sans intérêt. Donc, si moi j'ai un taux d'intérêt de 30% sur ma carte de crédit et que je paye ma carte de crédit aux 2 semaines, je ne paye jamais d'intérêt. Moi, mes cartes de crédit, je ne suis pas la bonne personne pour payer les intérêts à la situation financière. Donc, maintenant, au niveau de l'historique, je veux aussi clarifier quelque chose avec ta situation. Ça m'amène à quelque chose. Comment c'est calculé? On va faire la moyenne de l'âge de toutes tes cartes de crédit et toutes tes lignes de crédit ensemble. So the way your history is calculated is the average age of all your credit products. Donc, à chaque fois que tu vas aller demander une nouvelle carte de crédit, tu vas baisser la moyenne d'âge parce que ça, c'est un bébé qui entre dans le système. So every time you're going to ask for a new credit card, you're going to reduce the average age of your credit product. I'm not saying not to do it. When I will go over the 5 points, you will see when to do it and how to do it. It's all about management. Donc, when you have a credit card that has been there for a long time, you really want to keep that credit card because that is very good for your history. Donc, quand tu as une carte de crédit que ça fait longtemps qu'elle est là, il faut vraiment la garder parce que c'est très bon pour ton historique. Merci beaucoup pour ta question, Wilfried. Ça m'a permis de faire beaucoup de clarifications aussi. Thank you very much, Wilfried, for your question. It also allowed me to do some clarifications. So, we were talking here about archive. Oui, vas-y. What does a longer period of time say to the bank about the credit? Or if they should look you credit. Yes. So it tells to the banks that you have experience. You are someone that is worth it. I'm going to give you a simple example at work. Let's say there's a new position at your job for an administrative assistant. I come with my resume. I say I've been an administrative assistant for 10 years. And Joyce comes with her resume and says, I have been an administrative assistant for 20 years. Gersil, who will you want to hire? It depends. Not necessarily. I need to put everything into context. Equal skill, equal competence, everything. We all dress nice. We're all intelligent. That's the only difference between me and her. 20 years. That's how the bank looks at it. I'm not saying that you're messing up all the rest and you're just doing this. No. Taking into consideration that you're doing everything normally, experience always has power. These are things that they will not say, but when the system will do the credit check, these are things that the system will take into consideration. So you want to have the best history possible. Archives. What are archives? Les archives. Est-ce que tu as déjà déclaré faillite? Have you ever filed bankruptcy? Have you ever did consumer proposal? Have you ever did consolidation de debt? Debt consolidation, right? This is your archives. So, why am I talking about archives? Because the situations that I've just enumerated are extreme situations. Les situations que je viens d'énumérer, faillite, consommation, proposition à la consommation, tout ça, ce sont des cas extrêmes. Ce sont des cas de personnes où ils ont eu des dettes et ils n'arrivent tellement pas à rembourser qu'ils abandonnent. Maintenant, quand ils abandonnent de façon professionnelle. On va voir un avocat et puis on fait des documents et on tue la dette. OK?
This is a very, very bad situation you want to be in. For example, if you file bankruptcy for 7 years in Canada, you cannot have a loan. You cannot ask for credit. So it's very important to never be in this situation. And that is 10% of your credit score. So never, never, never don't you want to be in this situation. Because if you borrow $10,000 to a financial institution and you file bankruptcy and you come to me and you ask me for $100,000, do you think that I will want to borrow you money? Si tu allais prendre $10,000 à une banque, tu as déclaré faillite, tu viens me voir, tu me demandes 100,000, est-ce que tu penses que moi je vais te prêter? No. So that's very, very important. RCAS is very important. But if you're doing your things normally, we should never be in this situation. Then the last one is inquiries. So what are inquiries? Inquiries is every time you ask for credit. Donc, on appelle ça les enquêtes en français. À chaque fois que vous demandez du crédit, ça baisse votre pointage de crédit. Quand vous avez des offres, c'est différent. J'ai souvent cette question. When the bank calls me and offers me something, is that the same thing? No, no, no. It's not the same thing because at that moment, they're not doing a credit check on your file. Ils t'offrent. C'est vraiment un cadeau. Tu peux le prendre. But when you call and you ask for credit, oh, je veux une augmentation de limite, je veux une nouvelle carte de crédit, or I want a limit increase, I want a new credit card, I want a new line of credit, that's 10% of your credit score. I'm not saying not to do it. I'm saying to do it wisely, right? I really want you to understand that when it comes to finances, it's not A, B, C, D. It's a spirit. It's a mindset. That's what I want to communicate to you today. So here, if you're managing this properly, you have a wonderful credit score. The credit score in Canada goes from 300 to 900, right? So we want you to be as close as 900 possible, because when you have a very good credit score, there's many opportunities that come by, and we're building on that, because towards the end, we're really going to talk about a solid investment plan that I will recommend a lot of you guys to do. So this is the good point for credit. If you do this, you will not be like the average Canadian. You will be healthy on your credit. Donc, on va passer maintenant au prochain point. So, comment gérer ses finances? How to manage your finances? This is the basic ABCD. ABCD, right? And I want everybody here to be honest. If you don't do that, I don't want you to raise your hand, but I want you to think and plan for the future. In finance, we have something that we call the 80-20% rule. En finance, on a une loi qui s'appelle 80-20. Does someone here wants to guess what 80-20% rule is? Est-ce que quelqu'un ici veut deviner c'est quoi la règle du 80-20? Anyone, just guess. 80-20, j'imagine que c'est ne pas utiliser plus de 20% de son revenu. C'est-à-dire 80% utiliser 20% pour garder. I like that. So he said it. Exactly. Yes, just real. That's what it is. So the 80-20% rule is that you don't want to be using more than 80% of your income. You want to keep 20% aside. We're not going to talk about right now what you're going to do with the 20%, but I really just want you to get in that habit. And I think that what you want to do, if you have children or grandchildren, because I'm talking to seniors here, you want to educate your children to do the same thing. Quand c'est la période de Noël, grand-maman vient rendre visite à ton enfant, il donne de l'argent, n'achète pas un cadeau, si on donne $50 à ton enfant, n'achète pas un cadeau de $50. Achète-lui un cadeau de $40 et tu prends $10, tu mets dans le cochon. Parce que l'enfant va grandir avec ça. So if you have children or grandchildren and there's a Christmas gift or anything, every time there's money given to them, don't spend the whole money on them. Take 80%, let's say, and keep 20% so they can learn that. Maintenant, soyons honnêtes. Est-ce que vous pensez qu'au Canada, les gens vivent de 80% de leurs revenus et gardent 20%? C'est la question que j'allais poser en disant qu'au début, on a vu qu'on est 177. Yes. Moi, c'est possible. I like that. I like that. And the answer is no. Most people don't live on 80% of their income, even though they do extra jobs. Et pourquoi, selon vous, les Canadiens ne vivent pas de 80% de leurs revenus? Soyons honnêtes. Et si vous me dites quelque chose, je vais vous déjouer là. Comptez sur moi, je vais vous déjouer, je vais vous ramener à l'humilité. OK? Why do you think that most people don't live on 80%? And if you just say something like that,
I'll bring back the question to you. So this really has to be a conversation to be fun. Pourquoi? Why is that most of the population is not living on 80% of their income? I want you guys to share. Le salaire n'est pas assez élevé. Ah, le salaire n'est pas assez élevé, ok? So he's saying that the income is not high enough, ok? Allez-y, imaginez, je suis Trudeau. L'inflation. Inflation, ok. Beaucoup veulent vivre au-dessus de leur niveau. Ah, j'aime déjà ça. I like this one. I like this one a lot. 80% is not a lot. Ok. Continuez. Pardon? L'alimentation coûte cher. Ok. Food is more expensive. Yes. Avant qu'on ait l'inflation, on va aller en 2018. Avant qu'on ait les augmentations, ok? Est-ce que les Canadiens vivaient à 80% de leur salaire? Before we had inflation, before we had all these things, were Canadians living at 80% of their income? À mon avis, je pense que oui. Parce que l'alimentation n'était pas... Bon, les choses n'avaient pas et tout. Et le salaire était bien, quoi. Le salaire était bien. Non, le salaire a diminué, c'est ça? Non, c'est pas que ça. Les choses sont devenues... Et le temps n'a pas augmenté. Donc, les choses ont grimpé plus vite que le salaire, c'est ça? Oui, l'inflation a réduit le pouvoir d'achat. D'accord, l'inflation a réduit le pouvoir d'achat, d'accord. Oui, Solena, yes? Je pense que avant les gens ne veulent pas. Ils utilisaient leur argent beaucoup because they had enough and they could have offered them for themselves. Et maintenant que l'inflation a monté, c'est devenu un habit and spending money is not very controlled anymore. Continuez raison pourquoi beaucoup don't save up 20%. Okay, that's good. Yes, Joyce? Moi aussi, c'est un peu similaire. Je trouve comme avant l'inflation, ils ne gardent pas 20% de leur salaire parce que la culture canadienne américaine, c'est que, comme Sonia dit dans le chat, c'est le spending habit. Quand ils voient quelque chose qu'ils achètent, et comme à ce moment il n'y a pas d'inflation, c'est plus facile de faire ça. Et un habit, c'est difficile à casser. So maintenant, quand il y a inflation, ils n'arrêtent pas parce que toute leur vie, ils ont fait ça. Wow. J'aime beaucoup l'analyse de Joyce. Et je crois que c'est ça. On avait déjà la mauvaise habitude avant l'inflation. Moi, depuis il y a eu l'inflation, mais bon, je ne veux pas être arrogant, mais ça va. OK? C'est gérable. OK? Et on va aller point par point ici. Vous allez voir où il peut y avoir hic pour beaucoup de personnes. We're going to go step by step here. La première chose que je vais dire, the first statement that I will say, and I'm not talking about the student, I'm really talking about families that have jobs and that work, right? Beaucoup de gens ont des maisons, mais qui ne devraient pas avoir des maisons. Many people have mortgages and they should not be having mortgages. Et là, je ne parle pas de la maison pour faire des affaires. Je parle vraiment de la maison pour vivre, pour impressionner les gens. OK? Je veux ici on devine ensemble. Au niveau de l'hypothèque, il y a un pourcentage, selon les experts financiers, idéal que le coût de votre hypothèque ne doit pas dépasser... Bon, on va prendre votre coût hypothécaire, on va prendre votre revenu de famille mensuel. Selon vous, pour avoir une finance bien équilibrée, quel est le pourcentage de l'hypothèque sur le salaire familial moyen? So what is the percentage that your mortgage should not go over on your household income? Belmont, 30%. Oui, on est proche. 30%, we're very close, yes. Some experts say 32, but I want the better number. 30%. Quelqu'un d'autre veut deviner 30%? Yes, Solena? Je ne sais pas comment et ça, mais je pense que Hermann a dit que beaucoup de personnes ne devraient. Et ma question devait être la maison. Sans vivre dans la maison, un loyer.
Et si personne pourrait peut-être acheter une maison avec la valeur de son pied. Okay, that is a very good point. And I like these conversations, right? Because he's saying a very, very good thing though. Many immigrants, when we come in Canada, we pay rent, and the first logic is like, why am I going to pay rent to someone while I can invest on myself? Right? On va parler de l'investissement tantôt, OK? Je vais vous montrer que je n'ai pas de problème avec l'hypothèque, mais j'ai un problème avec certaines hypothèques, OK? The perfect number, ideally, you don't want your mortgage. Et là, je parle avec les taxes municipales, right? You don't want your mortgage to be over 20% of your household income. That is the ideal thing. And let's say I was even generous, I would say 30%. Selon vous, est-ce que vous pensez que la majorité des Canadiens, leur hypothèque coûte moins de 30% de leur revenu familial? According to you guys, do you think that most Canadians, their mortgages, it's under 30%? Because ideally it has to be at 20%, but we will be generous for this example. Do you think that most Canadians even have their mortgage at less than 30% of their household income? Selon vous? Non. Ça veut dire que personne ne devrait avoir une maison. Beaucoup de gens ne devraient pas avoir la maison de la manière qu'ils l'ont. Il y a une manière d'avoir la maison, mais de la manière qu'ils l'ont, ils ne devraient pas. Qu'est-ce qui cause un stress financier? We have to go back to the origin. What causes financial stress is when you make and what goes out is either equal or a bit higher. C'est pour ça que pendant la pandémie, si le gouvernement ne donnait pas $2,000 aux gens, ça allait être la catastrophe. That's why during the pandemic, if the government was not giving $2,000 to people, it would be really bad, right? And it got to a point where les stations d'essence, tu pouvais mettre le gaz avant de payer. I don't know how it's in the West right now. Many gas stations here, you have to pay before you put the gas. Why? Because during the pandemic, people were pumping gas and running away. Do you see how dangerous that can go? We just had a pandemic in Canada, where Canada is supposed to have the most civilized people. And I think that was a test. People will steal gas. And that was just stage one. Imagine things went a little bit worse. What will happen? People will steal more than gas. People will come and rob you in your house. That's why people like Hitler came into power. Because finance was so tight that people didn't care anymore. On s'en fout, on va prendre des décisions rudes. Donc, là encore, je veux que vous preniez conscience. Je n'ai pas un problème avec l'hypothèque, mais on va parler de l'hypothèque, comment on doit prendre de l'hypothèque, OK? Et comme je dis, beaucoup de gens qui prennent des maisons, c'est pour impressionner. Most people that buy homes to live with their families is to impress. Moi, je peux payer une maison, mais je ne le fais pas. Je suis en appartement parce que mes finances sont très importantes. OK? Utilities too. Bon, là, on parle vraiment ici des charges fixes et des charges variables. So here, I wanted you to understand that on your spending, so on your 80%, you're going to have fixed expenses and variable expenses. Donc, les charges fixes ou fixed expenses, ce sont des dépenses que tu vas faire constamment. C'est les mêmes choses qui reviennent à chaque mois. C'est plus ou moins la même chose. Utilities, Internet, électricité, ça, c'est des charges fixes. Le transport, le carburant qu'on va mettre dans la voiture, c'est des charges fixes. The groceries. Bon, j'ai mis fixe et variable. Il y a des familles où ça mange un peu très fort. On va manger le ndolé le week-end, on va manger le taro le lundi. Bon, là, on est un peu dans le variable. Ben, c'est censé être une dépense fixe, OK? So, the idea here is that I want you to get back out of this zone, map how much you make as a household, remove 20%, look at where the money is going to, and discipline yourself to be on the 80%. You know, because this is the foundation. Many people want to be rich. But what happens is that if you're rich and you don't have the good foundation in place, it will not sustain. Beaucoup de gens veulent devenir riches, mais n'ont pas les bonnes bases en place. C'est pour ça que même s'ils le deviennent,
ça va mal. On entend souvent parler des footballeurs qui étaient riches et sont devenus pauvres. We hear about celebrities that were rich and they became poor. And we laugh at them. And we say, oh no, this guy is not smart. If I had the money that he had, I would have done better. On se moque souvent des riches qui deviennent pauvres. On dit, ah, lui, c'est un comédien. Si j'avais l'argent qu'il avait, j'allais faire plus. Mais je ne pense pas. I'm not sure. Parce que tu as $100, tu bouges. You make $100, you shake, right? So what tells me that if you make $1 million, things are going to be better? We need to set the right discipline in place. Donc, ça, c'est la règle du 80-20 qui est déjà la base de la gestion de ses finances. Maintenant, on va aller au prochain point. On va parler du 20%. Le 20%, il est super important. The 20% is very important. Because if you're not able to do the 80%, here where things become really important, you're going to be out. Tu es hors du jeu. Parce que c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que 80%, c'est juste pour vivre. C'est rien de spécial. Mais le 20% ici, c'est grâce à ce 20% que ton 80% va grandir. Parce que quelqu'un qui fait 100 000 n'a pas le même 80% que quelqu'un qui fait 200, 300, 400, 500 000, 1 million. Parce que quand on dit 80%, on ne veut pas que tu vives une vie de pauvreté. When we say 80%, it's not that we want you to be broke your whole life. We want you to keep aside 20% to do something smart with the 20% so that your life can change. And we're talking about leaving a legacy. Quel héritage allez-vous donner à vos enfants si vous mangez tout ce que vous gagnez? What legacy are you going to give to your kids and your grandkids if you eat everything you make? It doesn't make sense. So now we're going to talk about the 20% and why it's very important. First reason why you want to have a 20% is emergency funds. Les fonds d'urgence. Les statistiques des Canadiens sur les fonds d'urgence, c'est pas très fort. Il y a beaucoup de Canadiens que si une urgence de $500 arrive en ce moment, ils ne peuvent pas régler. Many Canadians are in a situation where if they have a $500, I'm talking about $500, guys. I'm not talking about $5,000. $500 emergency right now, many Canadians can't. Why? Because we're living on 177%, right? Les fonds d'urgence, c'est très important. N'importe quoi peut t'arriver. Ça peut être un problème médical. Ça peut être ta femme qui perd son emploi. Mortgages. What happens if your spouse loses her job and it will take 3 months for her to get back a job? Are you going to sell the house? Est-ce que la banque va saisir la maison? Parce que la banque est très rapide. Okay? So emergency funds are very important. You need to put some money aside in case there's an emergency. Second thing, I will not talk about investment right now. I'll go on the fourth one, learning. We need to educate ourselves. We need to educate ourselves. I'm talking about educating ourselves on investments. We need to learn. Because sometimes we want to invest and not learn so much and just invest and we lose money. We need to educate ourselves. Some of us, we spend so much time on social media doing things that are useless. We need to learn. I am in finances and I learn. So if I am in the finance world and I do business and I'm learning, how much more time the average Canadian? People don't learn. We're busy buying things that we don't need. We need to learn. We need to educate ourselves. Like attending this type of presentation, this is learning. And we can learn forever. I learn every day. When I'll be 80 years old, I'll be learning until I die. So we need to invest on learning and understanding what are the opportunities in the country we live in. And learning sometimes might cost you. It might be a book, it might be a seminar, it might be something. But that book or that seminar can change your life. So you want to put aside money for learning. You want to have fun. You want to put money aside for fun because life is very difficult. Sometimes you just want to go out in a restaurant with your wife. Sometimes you want to travel with your family. You want to set money aside from that. And it has to be well managed. You don't want to be the person that goes on vacation and when they come back in Canada, they don't know how they're going to make it. That's crazy. That's not the type of fun that I'm suggesting. I'm suggesting you to be humble and go step by step as you grow, but put money aside for fun. For example, me, every year, we try to travel 1 or 2 times a year, but things are well organized. I'm not putting myself in trouble. When I come back in Canada, it's like I was here forever. So you want to plan that. And the last point where your money has to go through, investment. You want to invest. Because the only way to make more income without killing your time is through investment.
because you only have 24 hours a day. You can't work 24 hours on 24. So you need to learn to understand where are the opportunities and what you're going to do with your money so you're investing it right. So I will be talking about investment products that the bank has put in place because I was coming here to talk to seniors, but I will talk about my investment strategy that I recommend because there's a difference between running a business and investment. Business is something else. You need to learn and you need to develop skills, and this is not what we're talking about here because that's another seminar itself to train you on how to build a business. But here I'm going to talk about investment, something simple that many people can do. And we're going to talk, I'm also going to ask you a question, why do people don't do it? And we will come back to the real reasons why sometimes we just mess it up. So let's talk about a couple investment products and services. On va parler des différents investissements qu'il y a pour les personnes seniors. Donc, on va aller ici. Investment, prochain point. Investir. Donc, voilà les 3 produits que la banque propose. Here are the 3 products that are the most presented to seniors. Right? The first one is an RRSP. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler du REER ou du RRSP? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler? Non? Oui? Pas très sûr. OK. Donc, c'est quoi un REER? What is an RRSP? So an RRSP is a retirement saving plan. Donc, ça veut dire régime enregistré épargne. Donc, c'est quoi un REER? Lorsque vous allez commencer à travailler, lorsque vous allez déclarer vos impôts, lorsque vous ouvrez un compte qui s'appelle le REER à la banque, lorsque vous allez mettre de l'argent là-dedans, le gouvernement va réduire de vos taxes ce que vous devez payer en impôts. Donc, c'est une manière de mettre de l'argent de côté pour la retraite. Et la banque va vous proposer des intérêts. Là encore, est-ce qu'on devient riche avec un REER? Non. Mais ça peut être quelque chose temporaire. On va avoir de l'argent de côté qu'on garde et on sauve un impôt aussi. Est-ce que c'est la stratégie la plus rapide? Pas nécessairement, mais elle est là. Il faut au moins savoir ce que c'est. On s'éduque. Pour certaines personnes, c'est bon. Mais pour d'autres personnes, je vais suggérer autre chose. Le prochain, c'est le CELI, c'est TFSC. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du Tax Free Savings Account, TFSC, ou du CELI en français? Quelqu'un a déjà entendu parler du CELI? Oui, bon, je vais expliquer rapidement c'est quoi le CELI. Le CELI, ça s'appelle compte d'épargne libre d'impôt, so Tax Free Savings Account. So essentially how it works is that when you put money in a TFSA and it generates interest, this interest is tax free. So you're not paying taxes on it. Donc, imagine tu investis 10 000 $ dans ton CELI et ça t'a donné 20 000 $ après 3 ans, tu retires les 20 000 $. Les 10 000 $ supplémentaires que tu vas faire sont libres d'impôts. Donc, on appelle Tax Free Savings Account. Donc, c'est un produit aussi que les gens utilisent beaucoup pour faire de l'argent, pour garder de l'argent pour la retraite, quand tu ne vas pas payer les impôts aujourd'hui. Parce que c'est la différence avec le REER. Quand tu mets l'argent dans le REER, oui, on réduit de tes impôts quand tu contribues, mais le jour où tu vas retirer, tu vas payer les impôts sur ce que tu as retiré. Donc, ça, c'est un peu la différence entre les deux. Maintenant, on a le REEF, Register Retirement Saving Plan. Le REEF, c'est un peu comme une extension du RRSP. Donc, le REEF, c'est une extension du REER. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a 71 ans, le REER n'existe plus. On ne donne pas le REER aux gens qui ont plus de 71 ans. So when you're 71 years old and more, RRSP is done. Like you've reached the max age. So the REEF is there for you to transfer all your RRSP into it. Because we know that if you try to withdraw all your RRSP, that can cost you a lot in taxes and you might lose a lot of money and the government doesn't want to put you in that situation. Parce que si tu as contribué beaucoup dans le REER dans ta vie et que tu arrives à 71 et que tu retires tout, ça va te coûter tellement cher en impôts que le gouvernement veut conserver. Donc, on met l'argent dedans. Donc, c'est des produits que je voulais que vous sachiez que ça existe, sont des alternatives où on peut placer l'argent. Maintenant, qu'est-ce que moi je recommande? On va aller au prochain point. Il y a 2 produits que je recommande. Une de mes recommandations, c'est investir dans l'assurance vie. You need to have life insurance. And there's many types of life insurance. And what is great is that with DDI, we have a very, very good program. It's a form of life insurance. So, Mr. Hervé, I think he will have the opportunity to talk a little bit about it just before we leave here. But it's basically any form of compensation that you can leave for your children and grandchildren when you die. So you can purchase life insurance for yourself. There's many, many life insurance policies.
je vais vous expliquer rapidement comment ça commence. Tu peux aller voir une institution, tu dis que je veux m'assurer pour 500 000. Donc, je veux que le jour où je meurs, on prend les 500 000 et on donne à mon enfant ou à mon petit-fils. C'est un héritage. Il va être content. With DDI, we have a form of interest that we have in place. That is not a monthly fee, but it's like little contributions that we do here and there to help you if you're deceased, and we're going to send a certain amount of funds to your children or your grandchildren. Je pense qu'on parle de quoi? C'est 10 000 ou 15 000, $10,000 or $15,000? 15 000. 15 000. This will help you cover a lot of fees, right? Because when you die, the last thing you want to be is a liability to your family, right? You want to make sure that tout ce qui est lié à ton décès, des frais funéraires et tout, it's covered. But this is just for deceased, but the big picture is having a solid life insurance in place that can actually help you give something to your kids when you're deceased. Hoping that you don't have debts, please, because if you manage your credit properly and you manage your finance properly, you shouldn't be having debts. So that whatever it's left in the life insurance will go directly to your kids. Donc, une bonne police d'assurance vie, c'est très important parce que si tu meurs et que tu as bien géré ton crédit et que tu as bien arrangé tes choses, ben, au moins les générations qui viennent après toi auront quelque chose. Maintenant, ce qui m'intéresse encore le plus que l'assurance vie, c'est le prochain point et c'est vraiment là où on va rentrer. Le prochain point. Real estate investment. Je pense que ici, Wilfried, je vais vraiment parler à Wilfried because earlier we were talking about mortgage debt. Là, vous avez dit, mais ce gars, il se contredit. Je vous ai dit, beaucoup de gens achètent des maisons pour vivre, pour impressionner des gens qui s'en foutent d'eux. Acheter la maison n'est pas un problème. Mais tu achètes la maison dans quelles circonstances et c'est quoi le but derrière? Et là où ça devient intéressant. Donc, vous pouvez voir ici, $2 million in 20 years. I was generous here because you can even do it less than that when it comes to real estate investment. So this is what I am suggesting because doing a business is not easy. Avoir une entreprise, c'est très compliqué. C'est pas tout le monde qui a nécessairement le talent pour gérer une entreprise. C'est pas tout le monde qui a le temps pour gérer une entreprise. Et c'est pas tout le monde qui a the cardio. Not everybody has the cardio to handle what entrepreneurship comes with. One of my big recommendations when it comes to investment is investing in real estate. This is one of the things that Indian communities do. They come in Canada, many families get together and they buy a house. They buy a house. But it's not only one person that lives there. It's not like my house. You can be 4. On peut être 4 ici. Moi, Wilfried et tel, on se met ensemble, on achète une maison de 500 000. Let's say, with a $3,000 mortgage. Si on est 4 personnes qui ont la maison, qui coûte $3,000 par mois, ça veut dire que les 4 personnes ensemble, on paye $750 de contribution sur l'hypothèque. C'est égal à payer un loyer. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que c'est une stratégie qui vous permet de respecter le 20% de ce que vous ne devez pas dépenser. OK? Et ça vous permet d'acquérir des propriétés que vous pourriez léguer à vos enfants. Why am I talking about this strategy? It's because the same money that you're spending in rent, you're not doubling or tripling your budget to pay your mortgage, but you're sharing equity and property with people. Maintenant, une des raisons pourquoi beaucoup de gens ne vont pas le faire. One of the reasons why many people will not do it, it's ego. C'est l'ego. Non, moi je ne veux pas vivre avec tel, moi je ne... I want to be with myself. Et on se retrouve dans des situations où on n'évolue pas. Parce que 4 étudiants internationaux peuvent venir au Canada. Just giving 4 international students can come in Canada and buy a house. And I know what I'm talking about. Because when it comes to the real estate world and investment world, I was talking about learning. There are many, many, many tricks in the system that people can do to own a property. Il y a des opportunités. Je ne veux pas entrer là-dedans, mais je veux ouvrir votre esprit. Imagine you buy a first property,
tu achètes ta première propriété de 500 000. Après 5 ans, ça prend 100 000 de valeur. Tu demandes une ligne de crédit de 80 000 ou de 100 000. La banque t'accorde, mais la ligne de crédit est rattachée à ton hypothèque. Avec la ligne de crédit, tu as le down payment pour prendre une autre propriété de 500 000. Après 5 ans, tu fais la même chose. Après 4 ans, vous avez 5 propriétés. Maintenant, je veux qu'on parle sérieusement. Qui ici pense qu'il peut placer de l'argent dans la banque et ça lui donne 2 millions après 20 ans? Qui lève la main ici, s'il vous plaît? Je veux voir. Une personne qui pense qu'il peut placer de l'argent dans la banque et après 20 ans, ça donne 2 millions. Et même si tu devais le faire, tu vas placer combien? Même si tu devais le faire, est-ce que tu as les moyens de placer ce montant? Donc, this is a lot of hein? Au contraire, quand tu lèves de l'argent dans la banque, tu perds avec l'inflation. Tu perds plutôt avec l'inflation. Donc, this is a very, very solid strategic point. And even seniors can do that. I mean, seniors that have pension. Let's say you're retired at 60-year-old. I mean, I know a lot of seniors that still work, but let's say you're retired. You can team up. People don't think bigger than their boxes. Et je vais faire une analogie. Il y a l'Union européenne. L'Union européenne, c'est quoi? C'est la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. C'est des grands pays. Ça veut dire que l'Allemagne dit, moi, je suis trop petit pour challenger la vie. Et la France dit, moi, je suis trop petit pour challenger la vie. L'Italie dit, moi, je suis trop petit pour challenger la vie. Mettons-nous ensemble et faisons l'Union européenne. So I was talking about the European Union. So it's all the many European countries that come together and work together. So here's my question. If countries get together, et c'est pour rejoindre des enjeux économiques, by the way, to fix financial issues, because these unions are not for fun. It's not to eat poutine and pizza or hamburgers. It's to resolve financial stress. If countries come together to resolve financial stress and give a better future for their people, don't you think that us as population should learn from that and do something that's the same? Don't you think so? Donc, c'est juste pour vous faire réfléchir. Okay? This is a very, very solid thing that works. Now, to implement something, of course, I will recommend you to do. Oui, les challenges sont différents. Les challenges sont différents parce qu'on va dire que c'est de façon micro et c'est de façon macro, mais les principes, quand ça vient au principe, ça se rejoint. Okay? Donc, this is one of my recommendations. Of course, je n'ai pas le monopole du savoir. I don't know everything. But this is something that I would recommend to do someone that doesn't have the strength to do business. Build together. Many communities do that and work. I mean, we've seen communities in Toronto that do that and they're very, 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 very successful. So being together and building wealth together to leave something to the next generation. And this is how I want to end this presentation today. Voici comment je vais terminer la présentation aujourd'hui pour aller au prochain point. This is a quote by Benjamin Franklin. What is he saying here? By failing to prepare, you are preparing to fail. Je vais essayer de traduire en français. En échouant ta préparation, ou bien je ne sais pas si ça le dit bien. En échouant ta préparation, tu te prépares à échouer. Donc, it's pretty clear here. If you are not preparing, you're going to fail. Si tu n'es pas préparé, tu vas échouer. Un peu comme les Lions indomptables aujourd'hui, for those who watch soccer. They were not prepared. They faced Nigeria, they faced a solid team, and they lose. Just like the Lion International team, I know there's a lot of Cameroonians here on the Zoom. They were not prepared, and they failed. Preparation is key. If you're not handling your credit properly, if you're not handling your finances properly, you will never get to the investment level. And if you're not learning and you're not understanding how investment work, you will always be behind. And the good news is that today you can make a decision. You know what, Herman? I'm going to take my credit seriously. You know what, Herman? I'm going to manage my finance seriously. I'm going to start to do something. You know what? Here I'm very tight. I might not be able to save 20%. I will save 5%. Then I will save 10. Then I will save 20. Then I will learn on investment.
investing in the real estate world so that I can leave something to my next generation. Donc, c'était la présentation que je vous ai fait aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a édifié. I hope you liked it. I hope you were edified by the presentation today. If you have any question, vous pouvez poser vos questions. Je vais répondre. Je profite aussi pour dire que j'ai une compagnie de déclaration d'impôts. Donc, I help people file their taxes. If you're a newcomer in Canada and it's your first year, I will do it for free. Donc, si c'est ta première année au Canada et tu es un nouvel arrivant, je vais le faire gratuitement. Donc, je suis ouvert aux questions. Si vous avez des questions, on échange, on discute. It's a pleasure. So, vous pouvez ouvrir vos micros, poser vos questions, on va discuter. Vous pouvez m'envoyer des messages, écrits, textos par WhatsApp aussi. So I just put my phone number on the chat as well. You can contact me by text, by message. Je remercie beaucoup aussi à tout le monde qui a pu venir pour cette séance. Et M. Hermann, ça a été vraiment informatif pour moi aussi.